Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes vraiment ravis de vous compter aussi nombreux parce qu'on est quand même en vacances et puis pour un projet qui a quand même un nom un peu difficile à prononcer, on se dit quand même qu'on a fait un petit peu le buzz. On va essayer donc dans l'heure qui nous est impartie de répondre à toutes vos questions sur le projet. On va essayer donc de faire vite parce qu'on n'a qu'une heure, mais on va être qualitatif. Et j'espère que vous allez repartir avec surtout plein d'envie suite à tous les échanges qu'on aura eus ensemble. Pour commencer, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a eu envie d'inviter un grand frère de la galaxie Mullier qui est Leroy Merlin, par la présence d'Hélène Bernard qui est ici, qui est chef de projet communication interne et corporate chez Leroy Merlin et qui est en charge du projet de plateforme digitale 2.0 de Leroy Merlin. Donc voilà, Hélène va nous exposer tout le travail qu'ils ont fait depuis un an et tous les succès qu'ils ont aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous inspirer et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Hélène. Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez bien ? Merci de m'accueillir. Je suis fière de venir présenter le projet, un peu impressionnée aussi, de venir parler de LOL, puisque c'est le nom de la plateforme qu'on a chez nous, chez Leroy Merlin. Donc je vais essayer de vous raconter l'aventure qu'on vit depuis 4 ans, puisqu'on a lancé la plateforme il y a 1 an, mais l'aventure a commencé il y a 4 ans. Pour commencer, donc, j'aime bien présenter ce slide et rappeler que c'est un projet à 20 000 pour 20 000, donc 20 000 personnes. Le collaborateur Leroy Merlin. J'aurais même pu mettre 22 000 puisqu'en 4 ans, on a augmenté de 2 000 collaborateurs. Donc c'est vraiment pour illustrer le fait qu'on a bâti ce projet vraiment en co-construction avec un certain nombre de collaborateurs chez nous. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai essayé de représenter sur ce slide une aventure de 4 ans et de vous représenter les étapes importantes qu'on a vécues pendant 4 ans. Voilà, c'est une démarche de co-construction. Alors co-construction, c'est un nom un peu pompeux maintenant qui est utilisé souvent chez nous, mais quand on a commencé cette aventure, on ne savait pas que ça s'appelait de la co-construction, ça s'est fait naturellement, en marchant, en apprenant. Donc on a commencé il y a 4 ans donc avec Arnaud qui est le directeur de la com interne. On avait un vieil intranet et on s'était dit que c'était bien de le remettre au goût du jour, c'était la mode des portails. Et on a commencé à faire un peu de benchmark pour voir ce qui se faisait dans les autres boîtes. Et puis c'était aussi la période où on a commencé à parler des réseaux sociaux et on ne savait pas trop ce que c'était qu'un réseau social d'entreprise. Donc on s'y est intéressé, on a rencontré plein de gens, on est allé chez Auchan, on est allé dans des conférences et on s'est aperçu que les réseaux sociaux, ça voulait tout dire et rien dire. Souvent, c'était des machines à café virtuelles. C'était assez décevant quand on y regardait de plus près. Et puis, on a eu 2 déclics. Le premier déclic, c'est quand on a rencontré une personne de chez Orange qui nous a présenté leur réseau social Plaza. On a été assez étonnés par ce projet parce que déjà c'était un projet de grande ampleur et qui donnait la main à l'ensemble des collaborateurs puisqu'ils pouvaient créer eux-mêmes leur communauté. Donc on a été intéressés par ce projet, ça nous a fait cheminer un peu. Et puis après on a eu vraiment le choc, le déclic quand on est allé chez Dassault Systèmes. C'est une boîte qui avait décidé de jeter son intranet à la poubelle et de commencer à travailler différemment. Donc je prends pour exemple pour ma partie sur la com interne. On avait rencontré le DIRCOM qui a dit voilà, souvent la com interne c'est un goulot d'étranglement. Quand on doit publier des informations, il faut que ça passe par la com, nous on réécrit les articles, finalement ça prend un temps fou et on n'arrive pas à traiter toutes les informations. Donc ils se sont dit on va faire plus facile et on va laisser les gens eux-mêmes écrire leurs propres informations. Donc ça changeait vraiment la façon de travailler et ils ont fait ça grâce à leur réseau social. Voilà, donc ils ont mis l'intranet à la poubelle, ils ont mis tout le descendant à la poubelle et ils ont travaillé d'une nouvelle façon. Donc ça nous a vraiment fait le déclic avec Arnaud et on s'est dit, bon voilà, l'intranet, on freine tout, on freine les équipes informatiques et il faut vraiment qu'on se penche sur ce sujet du réseau social. Donc on s'est dit, ok, c'est bien, on a envie de faire ça, mais quel est l'intérêt de nos équipes chez Leroy Merlin pour un réseau social ? Ça ne sert à rien de faire ça si c'est juste pour être à la mode. Donc on a mené une enquête d'opportunité chez nous. On a interrogé des personnes qui étaient déjà assez présentes sur l'intranet. Et puis on a aussi pris des personnes qui étaient réticentes
aux réseaux sociaux. On a fait une petite étude et à notre grande surprise, on s'est aperçu déjà que, les personnes qui étaient réfractaires à titre personnel aux réseaux sociaux trouvaient un intérêt tout à fait évident dans une entreprise. Et puis on s'est aussi aperçu que les magasins n'attendaient pas après nous et qu'ils avaient déjà utilisé un tas d'outils disponibles sur Internet, les Google Agenda, les Facebook, les LinkedIn, les Viadeo, bref, ils étaient déjà très en avance par rapport à ce qu'on imaginait. Donc on avait un terreau plutôt favorable. Donc ça, c'était au tout début de l'aventure. Et donc on s'est dit, voilà, puisqu'il y a un intérêt certain chez nous pour le réseau social, on va démarrer le travail. Et on va démarrer le travail d'une manière originale. On va prendre que des gens qui sont des passionnés du sujet. Donc on n'a pas regardé le niveau hiérarchique. On a dit, voilà, tous ceux qui ont envie de venir bosser sur le sujet du réseau social, venez avec nous. Donc on a commencé de manière virtuelle sur LinkedIn, puisque pour travailler sur le réseau social, il fallait un peu savoir de quoi en parler. Donc on s'est dit, on va se confronter au virtuel, à la communauté. Donc sur LinkedIn, on s'est retrouvé une 50aine. Et de 50, on est arrivé à 100, puis 400 personnes complètement impliquées dans le projet. Donc ces personnes qui ont participé à l'aventure, on les a nommées tous en piste. Voilà, c'est un groupe de travail qui s'appelle comme ça, et qui a participé à toutes les étapes importantes du projet. La première étape, ça a été une étape d'écriture d'un livre blanc, puisqu'on s'est dit, si on veut monter un réseau social, mais qu'est-ce qu'on va y faire? Donc on a écrit tous ensemble la grande vision qu'on voulait donner à notre réseau social. On a écrit les valeurs aussi, parce que les personnes ont dit, si on monte un réseau social, il faut qu'on soit dans le réseau social comme on est dans l'entreprise chez Leroy Merlin, donc c'est comme chez vous. Hein. Donc voilà, qu'il y ait de la convivialité, qu'il y ait de la simplicité. Donc j'ai préparé un petit slide pour vous montrer l'ADN qu'on a décidé tous ensemble. Ça, c'est ce qui nous guide au quotidien quand on prend des décisions sur la plateforme. C'est une plateforme qui est centrée sur les communautés. Donc on n'a pas voulu faire comme sur Facebook, c'est-à-dire c'est la personne qui se met en avant. On a dit non, sur le réseau social LOL, c'est d'abord le communautaire, le collectif qui prime. C'est ce qu'on fait ensemble qui est intéressant. Ensuite, c'est une plateforme qui était au service du métier, donc ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire ou qu'on ne peut pas faire des communautés extra-professionnelles, mais le but premier, c'est évidemment d'accompagner le métier de Leroy Merlin. Ensuite, on a dit, il faut que ce soit une plateforme qui soit accessible à tous. Ça ne doit pas être une plateforme réservée aux services centraux, elle doit être accessible de partout à tout le monde. Et puis, ça doit être une plateforme vivante. Donc, contrairement à des outils informatiques qu'on a chez nous, qu'on met en place, puis qui vieillissent, qu'on ne met pas à jour, on s'est dit qu'il faut absolument mettre à jour régulièrement la plateforme pour rester vraiment au top. Et puis, il faut qu'on s'ouvre progressivement sur notre écosystème. Donc ça, c'est vraiment l'ADN qu'on a défini dès le départ avec les collaborateurs. Ensuite, l'aventure a continué, donc je vais essayer de ne pas être trop longue là-dessus, mais voilà, donc on a écrit un livre blanc. Ce livre blanc, ensuite, on l'a présenté au comité de direction Leroy Merlin, puisque c'est un projet qui émergeait des équipes. Et on est allé aussi de manière très originale, on est allé à plusieurs. Il y avait un chef de secteur, un directeur de magasin, un chef de projet de service interne. Voilà. On a débarqué à 6 ou 7 en comité de direction. Je crois que ça leur était jamais arrivé. Et ils ont été vraiment surpris de cette démarche. On leur a expliqué voilà, ce qu'on voulait faire chez Leroy Merlin, pourquoi, l'ADN, les valeurs qu'on voulait y mettre. On a été applaudis à la fin. Et ils ont dit, allez, go, allez-y, continuez à bosser. Donc, on a continué toujours à travailler sur notre petite communauté LinkedIn. Et puis, on se revoyait régulièrement. Donc, quand j'ai mis les petits logos que vous voyez tous en piste, c'est des réunions qu'on a fait en présentiel, puisque le virtuel, c'est bien, mais aussi de temps en temps, pour amener de la cohésion, faut se voir, il faut être ensemble, il faut qu'il y ait de la convivialité, voilà, pour qu'on partage des moments forts. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit logo tous en piste, ce sont des moments où on s'est rassemblés sur les grandes étapes. Donc, on a choisi le nom collectivement de la plateforme LOL. On s'est ensuite rassemblés pour dire, voilà, on a écrit la vision à long terme dans le livre blanc de LOL, mais il fallait aussi qu'on travaille sur les usages. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette plateforme? Donc, on a organisé une réunion de travail, et tous ensemble, on s'est dit, voilà, en partant des valeurs de Leroy Merlin, comment une plateforme peut encore renforcer les valeurs qu'on a chez nous. Et de là, on a décrit des usages. Je prends un exemple tout simple. On s'est dit chez nous, la simplicité, c'est une valeur. Ça veut dire quoi dans une plateforme? Ça veut dire, par exemple, que si je veux créer une communauté, je dois pouvoir la faire simplement, sans demander la permission de mon chef. Voilà. Donc, de là découler un usage. Donc, on a travaillé comme ça pour faire cette collecte des besoins.
Donc, cette équipe Tous en piste, on a fait cette collecte de besoins tous ensemble, donc à une centaine. Après, le travail important, ça a été de motiver ces personnes pour qu'elles-mêmes fassent la même chose dans leur magasin, dans leur service interne. Donc, à chaque fois, on a déployé des kits pour que les relais avec qui on avait travaillé, les relais Tous en piste, fassent eux-mêmes la même démarche dans leur magasin. Donc, c'était pas toujours simple. Donc, je prends toujours une anecdote d'une personne du magasin de Nice. Donc, c'est un logisticien, donc une personne qui travaille dans les entrepôts. Il était venu parce qu'il était intéressé par le projet, mais il n'avait pas l'habitude d'animer une réunion. Donc, il a dit « Ok, je veux bien faire un atelier de collecte, mais je ne sais pas faire un compte-rendu, etc. » Donc, c'était super parce que lui, il avait le sens. Donc, il a quand même animé l'atelier, il a apporté le sens à ses collègues. Et c'est son chef de secteur qui a fait le compte-rendu et qui est en soutien pour lui. Donc, c'est vraiment un bel exemple de travail collaboratif. Voilà, donc avec tous les besoins qu'on a récoltés des magasins et des services internes, on a rédigé un cahier des charges qu'on a après soumis, évidemment, pour parler un peu technique, parce qu'à un moment donné, il faut bien en parler. Donc, on a envoyé ça à des éditeurs. On s'est réunis de nouveau en décembre 2012, donc à Tous en piste, encore une fois, donc une centaine de personnes pour choisir la plateforme. Donc, ce qu'on a fait, donc on avait demandé aux éditeurs de faire 3 mini-LOL, et en fonction de ça, on a éjecté une solution, on en a gardé 2, et après, avec l'informatique, on a fait le travail qui restait, c'est-à-dire choisir la meilleure plateforme pour nous. Et puis, dès le mois de juin 2013, donc il y a un peu plus d'1 an, une fois qu'on avait choisi la plateforme, on s'est mis en mode projet, donc on s'est mis à part dans une salle avec les équipes informatiques, enfin toutes les personnes qui avaient besoin de bosser sur LOL. Pendant 6 mois, on s'est mis tous ensemble et on a travaillé de manière très solidaire pour avoir une ouverture la plus efficace possible 6 mois après. Donc, dans ce mode projet, on a eu une manière un peu ambitieuse de travailler, c'est-à-dire on avait la plateforme brute et on s'est dit il faut tout de suite mettre des gens sur la plateforme. Donc, on a eu des magasins pilotes qui ont joué le jeu avec nous et qui ont tout de suite décidé de prendre l'aventure et de monter les premières communautés dès le mois de juin sur un outil qui n'était pas du tout habillé ou voilà, brut de fonderie. Ce qui fait que de juin à décembre, on a eu, je ne sais pas, on avait peut-être déjà 2000 personnes sur la plateforme avec des vraies communautés qui tournaient déjà. Et ces personnes qui étaient sur l'outil nous ont permis aussi de travailler sur les bugs, d'avoir leur ressenti par rapport à l'interface, etc. Donc ça a été très important d'avoir toutes ces personnes tout au long du projet. Avant de faire le lancement, on a aussi travaillé sur la stratégie de déploiement. Donc je vous ai dit qu'on avait un intranet. Avec l'équipe Tous en piste, on s'est dit il faut faire le Big Bang. Donc du jour au lendemain, les gens vont ouvrir, il n'y aura plus d'intranet ou pas de la manière dont c'est présenté, c'est-à-dire l'intranet a été englobé dans la plateforme communautaire. Donc voilà, on s'est dit il ne faut pas traîner, il ne faut pas faire des étapes, des déploiements par région, il faut y aller d'un coup pour toute la France en même temps. Donc c'était aussi très, très ambitieux. Et, voilà. Et on a monté un plan de com avec toute l'équipe Tous en piste pour pouvoir travailler de cette façon-là. Et le 20 janvier, on a ouvert officiellement la plateforme avec 2000 personnes. Et je dois dire que dès le 20 janvier, on a eu un monde fou sur la plateforme et les premières communautés qui ont été créées la première semaine, je ne sais pas, on a eu des centaines de communautés créées tout de suite. Donc ça a été vraiment un événement important pour nous et fort. Donc le lancement national, il a été basé sur nos relais qu'on avait dans les magasins. Donc nous, à la com interne, on avait conçu un kit de déploiement, mais c'est surtout les relais qui ont fait tout le travail en magasin. Donc on avait 2-3 relais volontaires en magasin, conseillers de vente, hôtesses de caisse, directeurs de magasin, des profils très différents qui ont accepté de jouer le jeu et de faire le lancement. Le lancement, c'était quoi? C'était d'organiser des petits déjeuners, d'organiser un apéro, d'organiser un barbecue, de dire aux collaborateurs, venez, on va vous montrer ce que c'est LOL, on va vous aider à le prendre en main. Voilà, donc pour ça, j'ai illustré quelques photos que les relais ont fait. Ça vous montre un peu le côté festif qu'il y a eu au lancement du projet. Donc ça n'a pas été du tout pris comme un projet informatique, ça a vraiment été pris comme un projet ludique, festif, une nouvelle façon de travailler. Voilà, donc là encore des illustrations. La première photo, c'est au service interne. La deuxième photo, c'est un magasin qui a dessiné le logo LOL avec des collaborateurs. Voilà. Il y a des magasins qui ont habillé leur marche d'escalier avec des autocollants.
avec des petits teasings. Donc, par exemple, demain, j'arrête le mail ou j'aime bien ce que tu fais, je suis ton activité. Voilà. C'était pour susciter la curiosité des collaborateurs. Par exemple, tous les slogans, vous voyez, All you need is LOL, etc., ça a été fait avec les relais. Quand on s'est vu à Tous en piste, on a travaillé aussi sur des slogans de communication. Et on a fait un travail, je pense, meilleur finalement et plus efficace que ne l'aurait fait une agence de com. Alors les chiffres. Donc je vous ai dit qu'on a lancé le 20 janvier. Donc là, j'ai repris un graphique où on voit très bien que dès le 20 janvier, on a eu un pic de consultation et d'utilisation important et qui n'est pas retombé depuis, ou un peu quand même pour tout ce qui est contribution, puisqu'au début, les relais avaient organisé des jeux, donc forcément, ça avait suscité beaucoup d'engouement. Donc sur les chiffres aujourd'hui, donc j'ai pris les chiffres au 17 février, on a un taux d'inscription qui est de 93,4%, donc c'est énorme. On a presque tous les collaborateurs, puisqu'on est aujourd'hui 21 500. Si on prend là-dedans, il y a quand même des saisonniers, il y a beaucoup aussi de prestats informatiques. Donc je veux dire, on a quand même réussi à rassembler quasiment l'ensemble des utilisateurs. Donc on est très content. Et puis il y a un taux aussi dont on est très content, c'est le taux de contribution. Donc là, il y a 4 courbes, donc pour bien comprendre. Donc, la première, c'est le total des collaborateurs Leroy Merlin. La seconde, c'est le total des inscrits. Ensuite, les actifs. Les actifs, ce sont des gens qui vont sur LOL, au-delà de la page d'accueil, donc qui consultent des choses. Les participants, ce sont des personnes qui vont liker, mettre un commentaire sur des contenus. Et les contributeurs sont vraiment des personnes qui créent un nouveau contenu dans LOL. Donc, il y a une distinction entre le participant et le contributeur. Voilà. Donc, si on regarde le taux de contribution, si on le calcule par rapport au nombre d'inscrits, on a 8,9%. Et si on le calcule par rapport au nombre d'actifs, donc les gens qui vont vraiment sur LOL, au-delà de la page d'accueil, on a 13,8%. Donc, je ne suis pas une spécialiste des chiffres, mais bon, d'après ce que je lis, c'est des très bons taux. Je ne connais pas les chiffres, si on dit toujours sur Internet, c'est 1% de contributeurs. Donc là, nous, on est bien au-delà. Et on a plutôt envie de se challenger sur le premier taux, qui est le taux par rapport au nombre d'inscrits, sachant que l'inscrit, peut-être qu'il est venu qu'une fois, il a signé les conditions d'utilisation, il n'est peut-être jamais revenu. Donc voilà, donc les chiffres aujourd'hui sont très encourageants. Alors c'est quoi nos objectifs pour 2015 ? On a réussi un super lancement. Mais voilà, l'aventure n'est pas finie, parce que LOL, ça doit servir à quoi au final ? Ça doit servir aussi au métier évidemment, mais aussi à accompagner ce que nous on appelle chez nous la transformation de l'entreprise, pour aller vers une entreprise plus collaborative. Donc LOL, c'est vraiment un outil pour atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, LOL fonctionne, il y a beaucoup de communautés, les gens échangent, c'est fun, etc. Mais pour autant, on n'a pas atteint notre objectif final. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Les 3 objectifs qu'on a définis pour 2015, c'est d'abord de continuer à développer la fréquentation et l'engagement des collaborateurs sur LOL. Le deuxième objectif, c'est d'installer durablement les réflexes LOL, l'esprit LOL dans l'entreprise. Et le troisième, c'est de continuer à développer de la valeur sur LOL et de la montrer. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, mais je ne vais pas dire que ça reste confidentiel, mais presque. Aujourd'hui, il faut qu'on se market plus et qu'on montre aux personnes qui sont un peu encore réticentes ce qu'on fait sur LOL, ce que les collaborateurs font, ce que ça apporte comme richesse à l'entreprise. Donc on fait plein d'actions pour ça, donc c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on est 22 000 dans l'entreprise et je suis toute seule pour animer la plateforme, pour la développer, pour faire des plans de com. Bon. Donc c'est compliqué et je ne peux pas y arriver si je n'ai pas un réseau solide de relais. Donc c'est très important pour moi de continuer à entretenir ce qu'on a créé en 4 ans, c'est-à-dire ces personnes qu'on appelle Tous en piste. C'est difficile à expliquer en une demi-heure, mais bon voilà, c'est important de continuer à les emmener dans l'aventure, à leur montrer que leur travail est indispensable. Sinon, demain, je me retrouve toute seule. Et là, ça ne va pas être la même histoire, quoi. Donc, par exemple, pour continuer à entretenir la relation, quand on change de version sur l'outil, je leur demande de participer au test. Quand on met en place une nouvelle version mobile, puisque LOL est accessible sur les téléphones,
Je leur demande aussi de tester les versions sur les mobiles. Voilà, donc j'essaye de les associer tout le temps pour maintenir la flamme, quoi. Sinon, ça retombe, et sinon ils nous oublient, et puis on ne peut plus avancer. Donc pour faire ça, donc, je fais régulièrement des ateliers en région. Donc là, je vous ai ramené quelques exemples de choses qu'on fait. Donc, comme je vous dis, donc c'est pas moi qui anime dans les magasins, c'est toujours les relais, c'est toujours les collaborateurs qui le font, mais je leur donne quand même des outils. Donc là, par exemple, je viens de ressortir l'essentiel de LOL, puisque la région Paris-Est avait décidé pour la Saint-Valentin de faire une petite animation sur le thème les amoureux de LOL. Donc c'était rigolo. Donc j'ai fait un petit support qui s'appelle les essentiels, où voilà, on retrouve les principales fonctionnalités. Voilà. Il y a aussi un petit leaflet comme ça qui a été fait pour se connecter en mobilité. Donc comment j'installe LOL sur mon mobile. Et puis surtout, ça paraît idiot, mais il y a ça. Donc je vous en montrerai quelques exemples. C'est des communautés, c'est ce qu'on peut trouver sur LOL aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit répertoire, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de communautés. Mais on ne les voit pas forcément parce qu'il y en a énormément, il y en a plus de 1500. Donc c'était important à un moment donné de faire un petit recueil. Il y a une trentaine de communautés, des grosses communautés transverses, métiers, produits. Voilà, donc je les ai mis dans un petit bouquin. Ça permet aux gens qui disent il n'y a rien sur LOL ou je ne sais pas quoi trouver. Voilà, tu prends le bouquin, tu regardes et tu vas certainement trouver ton bonheur. Donc si on prend l'analyse quantitative, donc on est super content, donc comme on disait, des taux d'inscription qui sont hyper élevés. On est hyper content des taux de contribution. Mais il y a encore du boulot à faire. Donc sur la contribution, j'ai quand même noté que sur un mois, on a eu quand même plus 1,5%, ce qui est quand même assez intéressant, dû au fait d'une animation dont je vais vous parler après, qu'on a fait sur LOL. Mais comme je disais, il y a encore un peu de travail. Sur les communautés, donc j'en parlais, donc aujourd'hui on a plus de 1500 communautés pour Leroy Merlin France, plus de 2000 si on prend ADO avec. Donc vous savez qu'ADO c'est la maison mère de Leroy Merlin, donc ça regroupe toutes les enseignes que vous connaissez, donc les Bricoman et autres, Acquis, et ça au niveau international. Quand on a commencé notre projet, ADO a participé aussi en tant que membre de Tous en Piste, et puis quand ils ont vu que le projet prenait un peu de corps, ils se sont dit que ça serait intéressant de participer à l'aventure, mais d'aller plus loin et de faire en sorte que ce que vous faites en France, on puisse aussi le démultiplier dans les autres pays et enseignes. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure, la plateforme, c'est un outil qui est fait pour Leroy Merlin France, mais qui est également proposé chez ADO dans les autres entreprises. Donc, en gros, pour la France, on est 22 000 sur la plateforme, mais on pourrait être 70 000. Donc, on a 1500 communautés, on a plus de 1000 animateurs différents. Donc ça montre quoi? Ça montre que ce n'est pas une catégorie de personnes qui s'est approprié l'outil et qui crée des communautés. Donc, c'est toutes les personnes qui avaient envie. Il n'y a pas eu de frontières, c'est-à-dire même si je suis une hôtesse, même si je suis un conseiller de vente, je n'ai pas eu peur d'utiliser l'outil. Ça n'a pas été un frein à l'utilisation. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que les principaux contributeurs, quand on prend le top 10 des contributeurs, on a 70% de collaborateurs qui sont en magasin. Donc ça coupe court aussi parfois aux rumeurs ou aux schémas mentaux qui disent oui, mais ça, c'est un outil pour les services internes. Pas du tout. C'est vraiment un outil qui a été pris d'assaut par les magasins. Et si on regarde un peu, donc j'ai pris des exemples. Donc dans les 10 premiers contributeurs sur LOL, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une hôtesse de caisse. Aujourd'hui, l'hôtesse de caisse, elle n'a pas de PC à elle, donc elle est sur sa caisse qui ne va pas sur LOL. Donc ça veut dire qu'elle trouve des moyens autres pour aller contribuer. Donc ça peut être le téléphone, ça peut être un PC en bureau. Voilà, donc ça c'est important et c'est conforme au projet qu'on voulait faire. Si on regarde de plus près les communautés qu'on a aujourd'hui sur la plateforme, on a 50% à peu près de communautés publiques et 50% de communautés privées ou réservées aux membres. Alors, réservées aux membres, ça veut dire je peux lire ce qu'il y a dedans, mais si je veux contribuer, je suis obligée de me déclarer membre. Donc aujourd'hui, c'est réparti comme ça et ça a tendance à évoluer vers plus d'ouverture. Ce qui va aussi dans le sens de notre projet, puisqu'on avait dit au départ, LOL doit servir à casser les silos.
Donc au départ, pas du tout. On a eu un peu peur parce que tout le monde s'est remis dans des silos, par équipe, par service, par magasin. Et puis aujourd'hui, les gens apprennent à utiliser la plateforme et ils s'ouvrent davantage parce qu'ils savent qu'ils ont à gagner, à s'ouvrir davantage aux autres. Et alors la typologie des communautés, il y a 65% de communautés qui sont des communautés transverses nationales, 25% qui sont des communautés locales, donc ça, ce que j'ai nommé, c'est les communautés magasins ou régions. 5% qui servent à gérer des projets et 5% que j'ai appelé hybrides parce que c'est des communautés où on raconte un peu des histoires avec les clients. Bon, c'est plus une communauté pour se détendre et pour rigoler que vraiment pour travailler. Donc les communautés dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous ai montré dans le petit livre, voilà, donc aujourd'hui sur LOL, au bout d'un an, c'est des grosses communautés qui servent le métier de Leroy Merlin. Donc je les ai répertoriées par grande thématique. Il y a une thématique outils, donc ça sert à quoi? Ça sert à développer, déployer des outils métiers pour les magasins. Je prends l'exemple de Pixies, qui est un outil métier qui est utilisé par tout le monde en magasin. Donc ça a servi à développer le projet et à le déployer ensuite en magasin. On a des communautés commerce. Donc voilà, sur le SAV, c'est des grosses communautés aussi. Sur la location de matériel, sur le retrait 2 heures, enfin il y en a des exemples, il y en a pléthore. Sur les animateurs de groupes de bricolage, voilà. Donc les gens viennent là-dedans pour partager ensemble ou leurs difficultés ou travailler sur un projet. Le service après-vente, c'est une communauté qui est très intéressante parce que, comme je le disais, on avait un intranet qu'on a choisi pas de faire disparaître complètement parce qu'au départ, on ne savait pas si on avait encore besoin de sites intranet. Et heureusement qu'on ne les a pas tous supprimés parce qu'on en a besoin encore. Sauf qu'aujourd'hui, la porte d'entrée, c'est la communauté. Parce que la communauté, ça permet d'être dynamique, ça permet de mettre au courant les gens rapidement. Mais depuis la communauté, je peux continuer à aller sur un site intranet où là, on a des choses qui sont plus descendantes, plus figées, avec des procédures, des choses comme ça. Donc les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. Sauf que nous, on a choisi de mettre l'accent et la porte d'entrée sur les communautés. On a aussi des communautés produits. Donc ça aussi, c'est très important. Même si la centrale d'achat aujourd'hui n'est pas... c'est pas l'organe le plus représenté sur LOL, on commence à avoir des communautés produits aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ces communautés, elles n'ont pas toutes été mises en place par des chefs de produits. Donc ça change aussi la façon de travailler et de réfléchir. Quand on a ouvert le 20 janvier, au bout d'une semaine, tous les sujets produits, ils étaient pris. Il y avait des communautés sur tout. Sanitaire, plomberie, carrelage, enfin il y avait tout. Sauf que ce n'étaient pas des gens de la centrale qui les avaient mises en place. Donc ça, c'était très très drôle parce que quand ils ont découvert ça à la centrale, ils ont dit « Waouh, c'est quoi ça ?» Donc bon. Mais c'est aussi ça, les nouvelles façons de travailler aujourd'hui. C'est, oui, chacun peut, parce qu'il est expert, aussi ouvrir une communauté sur un sujet ou un autre. Et puis on a des sujets divers aussi. Par exemple, on a une fondation, donc il y a une communauté qui parle de la fondation, des projets qu'on accompagne. On a une communauté sur le développement durable. Et puis on a une communauté, si vous suivez l'actualité, on a racheté des Fab Labs aujourd'hui. Enfin, on s'est associé avec une boîte américaine Tech Shop. Voilà, donc ça c'est une communauté qui met en avant notre Bricolab et qui était un peu avant-gardiste sur ce qui vient de se passer, sur ce qu'on vient de racheter. Alors, je ne sais pas où j'en suis dans le timing, parce que je parle, mais c'est bon. Donc voilà, je disais, c'est très important pour moi, pour moi et pour le projet, de continuer à nouer des liens avec les relais. Alors je ne sais pas comment les appeler, il y a des relais, il y a des LOL Angels, il y a les amis de LOL, enfin bon, ils se sont donné des noms eux-mêmes, d'ailleurs on n'a rien imposé. Voilà. Donc c'est des gens qu'il faut continuer à alimenter, à séduire pour qu'ils m'aident, parce que sinon... Voilà, le projet c'est bien, on a 90% de personnes qui sont sur LOL, super, on est content, on a 1500 communautés, sauf que le projet c'est pas ça. Le projet c'est pas d'être content d'avoir des communautés, le projet c'est d'aller plus loin et de faire en sorte que LOL révolutionne un peu, entre guillemets, l'entreprise, que ça pousse les gens à travailler différemment, que ça devienne vraiment le cœur de tout. Donc pour ça c'est pas suffisant, il faut continuer à travailler. Donc... ça, c'est un exemple de ce que j'ai voulu faire. Voilà, je me suis dit, on arrive au 20 janvier 2015, et j'avais envie de fêter l'anniversaire de LOL. Et j'avais envie de respecter la date du 20 janvier parce que le lancement a été très significatif. Le 20 janvier, il y a eu
des milliers de personnes sur LOL. C'est pas quelques centaines de personnes, non, c'est des milliers de personnes qui sont allées sur LOL, qui ont eu envie de s'approprier cet outil. Donc j'ai dit, il faut qu'on conserve la date du 20 janvier et de marquer l'événement. Donc voilà, donc on a organisé cet anniversaire. C'est toujours pareil, j'ai demandé aux collaborateurs de le fêter. Et ben voilà, donc des illustrations. Donc on a joué un peu à la Google, on a habillé un peu le logo pour l'événement, donc de LOL, on a mis une petite bougie, voilà, c'était pour le côté un peu festif. Et puis les magasins, sans qu'on leur demande rien du tout, ils ont fait des gâteaux. Donc ça m'a beaucoup touchée, franchement. Donc ça paraît anecdotique, hein, mais voilà. Donc je tenais à mettre aussi ces photos pour vous montrer que les personnes en magasin, ils sont toujours dans l'aventure, ils ont toujours envie d'avancer avec nous. Ils ont fait des gâteaux, ils ont fêté l'anniversaire, c'était hyper sympa. Et puis, pour marquer l'anniversaire, je me suis dit, ça serait bien de pouvoir recueillir ce que les gens ont fait sur LOL depuis un an. Donc, on a organisé les LOL Awards. Donc, en plus, c'est un peu la période des récompenses en tout genre. Voilà. Et je leur ai demandé de raconter sur une communauté qui s'appelle LOL Awards leurs expériences, leur vécu sur LOL. Donc ça aussi, hein, le but premier, c'était de reparler de LOL dans les magasins, de redynamiser tout le monde, puis aussi pour moi de commencer à récolter les premiers retours de ce qui se faisait. Donc là, ça a très bien marché, puisque j'ai pas eu de chance, parce que le lancement des LOL Awards et l'anniversaire de LOL, c'est tombé en même temps que le lancement de la 3e étape de Vision chez nous. Donc j'ai dit, pas de bol, je suis en concurrence avec une grosse machinerie, plein de sous, etc. Qu'est-ce que je fais? Donc j'y suis allée quand même, et je suis fière parce que sur toute la période où ça a duré l'anniversaire, donc pendant un mois à peu près, on s'est donné pour faire les LOL Awards. C'est la communauté LOL Awards qui était la première communauté consultée. Donc je suis très fière devant la communauté Vision. Voilà. Alors oui, je suis fière parce que voilà, ça montre que les gens, à un moment donné, parce que pour Vision, c'est comme chez vous, ils sont associés, ils doivent former des gens en magasin, c'est un gros truc. À un moment donné, ils doivent faire des choix. Alors, ils doivent se dire, lol, c'est chiant, est-ce que c'est chiant, j'y vais pas? Ou au contraire, c'est fun, j'y vais, j'ai envie de continuer à accompagner la démarche. Ils ont plutôt fait le choix de continuer à accompagner, donc je leur dis merci pour ça. Ça, c'est une photo toute récente qu'on m'a envoyée hier. C'est puisqu'on a distribué des LOL Awards, donc des petits trophées qu'on a fait faire au Fab Lab chez nous. On en a distribué 5. Les 2 premiers, c'était sur le nombre de recommandations par rapport aux expériences qui avaient été mises sur la communauté. Et c'est le magasin de la Vigie, le service client de la Vigie qui l'a gagné. Donc, je suis contente parce que c'est vraiment des super relais. Voilà. C'était pour illustrer ça. Et ça, c'est... alors, on ne voit pas trop parce que c'est encore une maquette, mais c'est ce qu'on a appelé le LOL Paper. C'est ce qu'on va envoyer au magasin. On a essayé d'extraire toutes les expressions qui avaient été dites sur la communauté LOL Awards, et je trouve que finalement ça représente bien, ça synthétise bien le projet LOL. Donc si on peut lire, voilà, c'est la LOL attitude, facilité accélérée, le partage de bonnes pratiques, on retrouve l'idée d'aventure, l'idée de cross-canal, puisque c'est aussi un projet de l'entreprise, c'est devenir une entreprise cross-canal. Voilà, on est rentré dans l'ère du partage, LOL m'a permis d'exister pleinement. Voilà. Donc j'ai découvert beaucoup de... Alors, les personnes ont plus partagé des ressentis, des émotions que réellement des vraies expériences. Mais c'est pas grave. Et je me suis aperçue des choses qu'on n'avait pas forcément perçues au départ, mais que ça a permis de rapprocher beaucoup les gens, d'apporter beaucoup de solidarité, beaucoup d'empathie dans l'entreprise, bien que ce soit un outil. Je ne sais pas si on le voit dans les témoignages, mais par exemple, il y a des gens qui disent moi je suis en caisse ou moi je suis en logistique. Parfois, je me sens seule dans mon métier. Et là, je me suis redécouvert des personnes avec qui je peux parler. J'ai redécouvert des gens que j'avais connus il y a 10 ans. Voilà. Donc ça a permis de retrouver beaucoup de proximité, bien que ce soit un outil. Donc c'était important aussi de le ressouligner. Voilà. Donc ça, j'en ai fini pour la partie un peu théorique des slides. Je finis sur un slogan aussi que mes relais avaient trouvé, donc rock and lol, ça sonne bien aussi dans ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est toujours garder un peu de dynamisme. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble effectivement LOL. Donc là l'écran il est un peu réduit, donc normalement on a une barre d'outils seulement en haut. Hein. Ça ici partagé et puis mon nom c'est sur la même ligne. Voilà, LOL aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc on a gardé quand même une partie institutionnelle parce que
la com interne, on garde quand même nos vieilles habitudes, on veut continuer à faire descendre des informations, puis c'est important aussi de descendre les mêmes informations à tout le monde à un moment donné. Donc on a toujours un bandeau institutionnel, mais on a appris à travailler différemment, c'est-à-dire qu'on a ouvert ce qu'on a appelé le LM Actu, c'est une communauté d'actualité. Donc ça aussi, nous, en com interne, on a dû réfléchir à une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire on met des articles en ligne, mais ces articles aujourd'hui sont commentés. Alors des fois, ça provoque un peu des réactions, enfin des chocs aussi, puisque une de nos premières expériences était un article sur le travail du dimanche. Voilà, on venait d'ouvrir LOL. Quelques semaines après, on met un article sur le travail du dimanche. Et là, les gens, même s'ils sont identifiés, ils disent quand même ce qu'ils pensent, quoi. Et parfois, ça fait bizarre. Donc, dès les premières semaines, on a eu cet écueil-là, c'est-à-dire qu'on a dû se frotter, un peu se confronter aux commentaires. Parfois, pas toujours dans le sens politique de la boîte, sur le travail du dimanche. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui ne se sont pas cachés pour le dire. Voilà. Mais c'est pas grave, ça nous a servi aussi d'expérience. Il faut se confronter aussi à ça. Voilà, donc on a une partie qui est de communication interne, mais travailler un peu différemment. Ici, on a un petit, ce qu'on appelle des widgets, sur mes communautés. Ça, c'est différent en fonction des collaborateurs. C'est les communautés auxquelles je m'abonne. Il y en a 5 qui remontent systématiquement quand il y a des choses qui se passent dessus. Donc, ça me permet d'être alerté sur s'il y a des nouveautés, des choses comme ça. Voilà, donc je sais que sur ces 5 communautés-là, il y a des choses qui sont passées. Il y a eu un message, il y a eu un commentaire. Sur la partie gauche, on a une partie qui permet ici de voir toute l'activité au niveau d'ADO. Donc ça, c'est vraiment une vue à l'instant T de tout ce qui se passe sur la plateforme. Alors au niveau LOL, mais aussi au niveau ADO, puisque comme je disais, on a une plateforme technique qui est comme un grand immeuble. Dans cet immeuble, il y a des étages. Donc il y a l'étage LOL, puis il y a un étage Unity qui est ADO Service, les groupes ADO. Il y a Aki Espagne, il y a LM Espagne aujourd'hui. Voilà. Donc chacun a son étage. Donc visuellement, graphiquement, on est sur LOL pour nous, mais on peut quand même aller dans des communautés qui sont des communautés espagnoles, russes aussi. Voilà. Donc on peut échanger dans le groupe. Ça, c'est très intéressant. Et donc là, on a vraiment une vue de ce qui se passe au niveau du groupe. Je peux avoir une vue plus... Voilà, qui m'intéresse un peu plus, c'est-à-dire la vue de ce qui se passe au niveau de LOL, des choses auxquelles je suis abonnée. Et puis, je peux encore descendre d'un niveau, c'est-à-dire je peux créer mes propres flux et dire, voilà, moi, je veux pas perdre de temps à aller consulter toutes les communautés auxquelles je suis abonnée. Je me crée un flux vision, ce qui me permet d'aller voir très vite les contributions de l'ensemble des magasins qui ont créé des communautés vision. Puisqu'il y a une communauté vision nationale, mais il y a aussi X communautés magasins sur le thème de vision qui se sont créés. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs. Et après, ce qui est très intéressant pour nous, c'est aussi la dimension un peu plutôt mail, puisque ça, c'est vachement bien pour nous. C'est qu'on a une espèce de petite messagerie intégrée, uniquement pour les collaborateurs de Leroy Merlin. Voilà, où on peut envoyer des messages privés aux gens, où on peut discuter avec plusieurs personnes, on peut se partager des fichiers, on peut travailler vraiment de manière collaborative aussi, avec un petit groupe de personnes. Donc ça, c'est super. Quoi d'autre encore? Donc ici, si on veut aller sur l'annuaire des communautés, voilà. Donc là, on a un annuaire. Donc ça, c'est par les activités les plus récentes. Voilà, on a une vision. Mais comme je vous dis, comme on a plus de 1500 communautés aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une vision intéressante des communautés dans LOL. C'est pour ça que j'ai fait ce petit bouquin, quoi. Pour l'instant, on va le mettre sur LOL, mais l'idée, c'est d'avoir un espèce d'annuaire comme ça en ligne qui permet aux gens de retrouver rapidement ce qui les intéresse, parce que sinon, aujourd'hui, c'est un peu la forêt vierge. Voilà, donc on pourrait passer des heures sur l'outil, c'est pas le but. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Merci Hélène. Je vous propose de retrouver Hélène tout à l'heure. Je vous propose de retrouver Hélène tout à l'heure pour la phase de questions-réponses. J'espère que cet exemple qu'Hélène vient de partager avec nous va vous donner plein d'envie, plein d'idées, plein d'énergie pour notre plateforme collaborative. Avant de continuer la présentation, je voudrais juste partager avec vous un petit peu la genèse du projet, vous expliquer un petit peu comment est né ce projet Digital Workplace.
En fait, à l'origine, on a remarqué que les magasins avaient vraiment besoin de communiquer et qu'ils étaient loin de nous. Entre nous, au niveau des services centraux, au quotidien, on s'est fait la remarque que on n'était pas forcément toujours en proximité avec les magasins. Et du coup, on s'est dit, OK, on a un intranet, on a Yammer, on a plein d'outils, mais il faudrait avoir un espace qui réponde vraiment aux attentes de tout le monde et qui soit vraiment l'outil qui réponde à nos attentes et à nos rêves. Du coup, on a eu envie de créer ce projet. Donc, ce projet a émergé à l'origine à la France. Et puis, on est ravis parce que finalement, c'est un projet qu'on va mener au niveau international et qui, on l'espère, va nous lier les uns aux autres et nous permettre de mieux travailler ensemble au quotidien. Donc, voilà un petit peu l'idée de départ, comment elle a émergé. Et donc là, j'aimerais bien appeler la Collaborateam à mes côtés. Je voudrais vous présenter l'équipe qui va travailler sur le projet. Et on espère aussi qu'on sera plus nombreux bientôt. Donc, je vous présente Nathalie pour la com, Manu, l'orga et méthode, Jean-François pour la DSI, Olivier pour la DSI, je reviendrai sur Daniel après, Sandrine pour la com, Sébastien pour la DSI, et il manque Louisa qui n'est pas là, il manque Franck également, on les excuse. Et je vais terminer donc par Daniel, parce que Daniel est notre consultant, donc Orange, qu'on a choisi pour nous accompagner sur ce projet. Daniel a l'habitude chez Orange Consulting d'accompagner les grandes multinationales pour la mise en place justement de leur plateforme digitale 2.0. En l'occurrence, Accor, Leroy Merlin, Pôle emploi, la Banque de France, LVMH, enfin voilà, ils ont vraiment l'habitude. Donc on avait envie d'un partenaire qui nous accompagne, qui nous challenge, qui nous mette en garde, voilà, dans les bons moments et les mauvais aussi, et qui nous fasse part justement de toute son expertise. Donc voilà l'équipe, mais elle ne s'arrête pas là, hein, vous verrez tout à l'heure. Là, c'est que le point de départ de l'équipe. Et maintenant, je vais donner la parole peut-être à Daniel qui va nous parler un petit peu du contexte avant de parler de l'objectif. Daniel ? Ça marche. Bonjour à tous. Donc, je suis très content d'être avec vous. C'est la première fois que j'interviens chez Kiabi. Et donc, comme le disait Christelle, je suis d'Orange Consulting et notre métier aujourd'hui, et mon métier, c'est d'accompagner les clients dans leur transformation digitale. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous entendez parler au quotidien, mais c'est quelque chose, en tout cas, dont tous nos clients nous parlent, même si c'est un phénomène qui a été amorcé il y a quelques années. Aujourd'hui, on a vraiment un consensus sur l'urgence et l'importance de ce phénomène, même si, dans une boîte comme Orange, nos directeurs n'hésitent pas à dire que voilà, on ne sait pas très bien finalement où on va, on sait simplement qu'il faut avancer. Il y a une vraie déferlante et la question aujourd'hui autour de tout ça, c'est est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la vague. Cette déferlante, finalement, qu'est-ce qu'elle change ? Elle change d'une part la façon dont on s'adresse à nos clients, donc vous l'avez bien compris, parce que j'étais à votre séminaire, enfin à un séminaire, et donc j'ai vu que vous parliez beaucoup de cross-canal, donc ce qui est un peu nouveau dans le cross-canal, c'est évidemment l'importance que prend le canal Internet, donc ça vous l'avez tous en tête, donc ça change la façon dont on s'adresse à nos clients. Ça change aussi finalement parfois nos business models. Et Christelle le disait, j'interviens dans une entreprise comme Accor sur ces sujets. Quand on s'appelle Accor et quand on est leader mondial de l'hôtellerie, quand on voit arriver un booking, déjà ça change un petit peu la donne, et parce qu'il y a une interface avec le client. Et quand on voit arriver un Airbnb, ça change encore plus la donne, parce que finalement, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec un acteur qui fait quelques centaines de personnes, qui est capable de proposer partout dans le monde plus de chambres que vous. Et donc voilà, Accor, c'est 170 000 personnes dans le monde. Donc ça change un peu tout ça. On est persuadé que chez Orange, alors on est une entreprise techno évidemment, mais il y a quatre piliers de cette transformation digitale. Donc, le premier, c'est le mobile. Je ne vous demande pas combien d'entre vous ont un mobile, j'imagine que c'est à peu près tout le monde. Smartphone, ça doit être pas loin d'être tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, en France, il y a plus de cartes SIM que d'habitants. On a à peu près 80 millions de cartes SIM. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus d'un abonnement en moyenne par habitant en France, ce qui fait pas mal. Et effectivement, le smartphone devient aussi un peu le couteau suisse
Je ne sais pas si vous savez, en moyenne, il y a des études qui montrent qu'on consulte son smartphone en moyenne 150 fois par jour. Ça fait beaucoup, mais ça doit pas être loin de la vérité. Et je ne sais pas s'il y a des nomophobes dans la salle. Alors, ce n'est pas un gros mot. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la nomophobie. Mais la nomophobie, c'est la peur de perdre son portable. Il y a des gens qui sont vraiment accros à leur portable et qui ont vraiment une peur bleue d'être séparés de leur portable. Voilà, donc ça c'est le premier phénomène, le mobile. Le deuxième phénomène, c'est l'information, parce que l'Internet tel qu'il était il y a 20 ans, finalement, c'était des webmasters qui publiaient de l'information. Aujourd'hui, on est tous acteurs de cet Internet, et on est tous producteurs d'informations, de plus en plus. Alors, de manière volontaire et de manière involontaire, parce qu'on laisse des traces. C'est le phénomène de Big Data, et donc la question est comment on exploite ces données et ces traces qu'on laisse volontairement ou involontairement. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, 90% des données dont on dispose, des données globales, ont été créées au cours des 2 dernières années. Donc on est vraiment dans un phénomène exponentiel. Le troisième sujet, c'est un sujet un peu technique, mais que vous connaissez tous, c'est le cloud, notamment pour héberger vos données éventuellement. Donc on parle beaucoup de cloud, c'est quelque chose qui tire vraiment le secteur de l'informatique et qui va tous nous toucher. Ça apporte de la souplesse, etc., avec ses avantages, ses inconvénients et ses risques, hein, parfois. Vous avez eu sans doute certaines pertes d'informations, etc. Et il y a des acteurs emblématiques qui émergent, qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait initialement, mais un acteur comme Amazon, c'est un acteur emblématique du cloud et l'un des pionniers. Ils ont signé cet été un gros contrat avec la CIA, donc qui n'est pas quand même le dernier en termes de sécurité de l'information. Et le dernier sujet, c'est le social. C'est donc l'importance que prennent les réseaux sociaux, avec à peu près 2 milliards aujourd'hui de personnes connectées dans le monde, donc plus d'1 milliard sur Facebook notamment. Je ne vous demande pas combien d'entre vous utilisent les réseaux sociaux, mais je pense que ce serait à peu près représentatif de la population. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe autour du social. Ce n'est pas un phénomène de mode, hein. Les premiers réseaux sociaux ont été lancés en 1995, ça fait un petit bout de temps déjà, aux États-Unis. Donc on a fait un peu de chemin. Aujourd'hui, ça transforme vraiment notre façon de communiquer et de collaborer. Voilà un peu pour les 4 phénomènes qui nous paraissent importants. J'ai dit tout à l'heure que ça a changé notre façon d'adresser nos clients, parfois nos business models, mais on est persuadé avec l'équipe que ça doit changer aussi notre façon de collaborer, parce qu'on est tous en attente finalement de solutions qui sont à peu près aussi sympas et aussi conviviales que ce qu'on retrouve à l'extérieur. Et ça, c'est donc le pari qu'on a fait, et en se disant que finalement, pour être digital dehors, vers nos clients, il fallait aussi d'abord être digital à l'intérieur. Voilà, c'est un peu le pari qu'on se fait avec ce projet. Et donc, je vais laisser Christelle. Merci Daniel de nous avoir fait un petit tour du contexte avant de rentrer donc dans le vif du sujet. Donc l'objectif de ce projet Kiabi Digital Workplace, c'est vraiment de répondre aux attentes de tous les collaborateurs en termes de digital, justement. Bien évidemment, cela en répondant aussi aux grands axes stratégiques de l'entreprise qui sont en train de se dessiner dans le cadre de la vision. On commence à sentir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué les uns les autres, mais dans les premiers travaux que nous avons faits dans le cadre de la vision, on sent vraiment immerger cette envie de communauté. Donc ce projet arrive, je dirais, au bon moment. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'arriver à avoir un espace digital accessible pour tout le monde, qui sera une clé d'entrée où on aura l'intranet, le réseau social. Enfin voilà, je vais laisser notre ami Jean-François nous en dire un petit peu plus. Bonjour à tous. Je vais commencer par un petit sondage. Combien de vous utilisent l'outil de chat qu'on a installé sur les PC des services centraux? Levez la main. C'est bien ce que je pensais, aucun. Donc, pour info, enfin si, la DSI ça compte pas, mais c'est le collaboratif et le communautaire, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser. Donc la DSI a eu un Innovation Award il y a 2 ans pour ça. Et puis voilà. Donc la deuxième question. Bravo. La deuxième question, non, on peut pas applaudir ça. La deuxième question, c'est combien de vous pensent qu'ils reçoivent trop de mails?
Voilà, donc ceux qui n'ont pas levé la main sont des menteurs ou des optimistes. Et en fait, voilà, c'est pas des questions anodines parce que le digital workplace, les enjeux du digital workplace, ils tiennent en peu de choses finalement. On en a balayé certaines, hein. La première, c'est que notre principal vecteur d'information, c'est le mail. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on envoie un mail. Alors, je suis un peu mauvaise langue parce qu'il y en a un deuxième, c'est les disques réseau KUX. Souvent, dans le mail, il y a une pièce jointe qui vient du K, du U, du X ou un lien. Donc aujourd'hui, on communique comme ça. Des fois même, on décroche pas son téléphone, on va pas voir les gens. Donc, on est malade du mail. Et pourtant, donc le premier objectif, c'est de faire de l'omnicanal. On en fait pour nos clients. On voit que c'est efficace pour le commerce. Et pour la communication, on ne fait pas d'omnicanal. Donc, et là, on a tout à inventer, hein. On peut imaginer de l'écrit, des forums, des wikis, des sites communautaires, de l'audio avec une web radio, que sais-je, le compte-rendu des réunions directement en streaming en MP3, j'en sais rien. La vidéo avec un YouTube qui habille. Enfin, là, on a vraiment devant une page blanche, on a tout à inventer. Ça, c'est le premier point, c'est l'omnicanal de la communication. Et le deuxième point, qui est quand même un point très important, et Hélène en a parlé dans son intervention, nos conseillères de vente aujourd'hui n'ont pas d'accès au mail. Il y a l'encadrement du magasin, il y a les services centraux pays, les services centraux groupes. On a tous un mail, on s'en plaint, mais on est des privilégiés. Quand on n'a pas de mail, sachant que le mail c'est le premier vecteur d'information, on est dans le noir, on a des informations pas de première main, ou en retard, ou indirectement, et c'est encore pire quand on veut remonter, parce que voilà, donc on n'a aucun moyen de remonter l'information directement ou de faire valoir son point de vue. C'est pas très libération en plus. Donc le deuxième enjeu de ce digital workplace, c'est d'embarquer tout le monde. Donc tous nos collaborateurs, trouver un moyen de faire participer tout le monde, et pas seulement les collaborateurs. Je vois écrit clients, étudiants, donc on pourrait rajouter les affiliés, les partenaires, les fournisseurs, et vraiment communiquer avec l'ensemble de l'écosystème qui habite au sens large. Et le dernier enjeu, il est sur l'espace, enfin vraiment l'aspect communautaire. C'était assez édifiant la première question, donc qui utilise, ça s'appelle Spark avec un K, S-P-A-R-K, pour ceux qui veulent aller voir. Ça m'a économisé je ne sais combien de mails, parce que quand la personne est en ligne, on fait coucou, tu peux me répondre à la question, je suis coincé dans une réunion, c'est sympa. Et on n'en a rien fait parce qu'on est venu avec une solution technique. Et en fait, l'outil ne fait pas tout. Donc, il n'y a rien d'écrit. On a une belle page blanche à combler. Moi, je suis technicien, c'est mon métier. Je peux vous dire qu'à la fin, on va parler de mégaoctets, de gigabits, de ce que vous voulez, de trucs très techniques. Mais si on se focalise sur un outil ou sur ces options techniques, on aura tout perdu. Parce que ce qui va compter, c'est ce qu'on veut en faire, nous tous, les usages qu'on veut en apporter et l'énergie qu'on va mettre dedans. À la fin, moi, si vous me donnez un marteau, un burin, un beau bloc de marbre, je vous fais un tas de gravats parce que je ne sais pas quoi en faire, je ne suis pas formé, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, on a mis des espaces collaboratifs dans Kiwi, on les utilise à peu près à 10% de leur capacité, hein, c'est un peu comme le cerveau. Donc, rejoignez-nous, toutes les énergies, les belles énergies, la créativité compte. On a tout à écrire et il faut le faire ensemble. Et comme pour ADO, le roi Merlin, si on veut que ça fonctionne, c'est à nous de s'y mettre hein, quand même. Voilà. Merci Jean-François. Donc pour faire rapidement le tour du projet, on va vous présenter là rapidement les 3 grands temps forts du projet qu'on a imaginé. On ne va pas rentrer en détail aujourd'hui, mais c'est pour balayer quand même les choses et que vous puissiez avoir en tête de quoi il s'agit. Donc on a une première étape qui est à peu près le premier semestre 2015, qui va consister à partager et imaginer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute cette phase-là, on va faire vraiment un travail d'analyse de l'existant. On va faire le tour des équipes pour voir l'appétence que les gens ont par rapport à Internet. On va vraiment mesurer notre maturité digitale. Donc voilà, toute cette première partie va être très importante. C'est là aussi où on va faire des ateliers
où à partir des usages, on va pouvoir commencer à voir les grandes fonctionnalités dont on aura besoin dans cette plateforme digitale de demain. Et l'idée, c'est qu'en fin de ce premier semestre, on arrive à définir un cahier des charges, qui va nous permettre donc d'entamer la phase 2, qui va être de proposer et tester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la base de ce cahier des charges, on va regarder dans notre existence qu'on va maintenir parce que ça correspond bien aux attentes qu'on s'est écrites tous ensemble et à notre rêve. Et puis, on ira chercher sur le marché les solutions qu'on n'a pas encore pour pouvoir avoir cet outil de nos rêves qui répond vraiment aux attentes des magasins et des équipes métiers. Et enfin, on arrivera donc à la troisième étape, mais une fois qu'on aura trouvé les solutions, qu'on les aura testées, on n'aura plus qu'à s'éclater. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va déployer l'outil au sein des équipes donc magasins, des services centraux, et on espère que ce sera l'outil dont on a rêvé, qui nous permet d'être en proximité chacun, de partager les bonnes pratiques, faire émerger la créativité, permettre de travailler en mode collaboratif sur les projets. Voilà le projet de nos rêves. Mais alors pour ça, pour accomplir tout ça, il y a une petite spécificité en effet sur ce projet. Et je vais demander à Manu et Sandrine, le petit duo, de nous en parler. Bon, tu devais nous faire une intro, mais je vois que c'est raté. Alors la spécificité, c'est que ce projet, on va le faire ensemble. Tous ensemble, on va se réunir parce qu'on a un projet maintenant, il nous faut une équipe d'enfer. Alors pour avoir cette équipe d'enfer, Manu, tu vas m'en dire plus. Quel est le profil pour participer à ce projet-là? Et j'irai même plus loin. Est-ce qu'il y a un profil pour participer au projet? Si j'avais rien écouté de ce qui s'est dit depuis le début, je dirais que c'est un projet digital. Donc en gros, il nous faut des gens connectés, il nous faut des geeks. Est-ce qu'il y a des geeks dans la salle? Est-ce qu'il y a des geeks dans la salle? Levez la main, on assume. Est-ce qu'il y a des geeks? Il y a pas mal de décis, je pense. Bon, vous n'avez pas lu le scénario? Parce que normalement, il devait y avoir beaucoup de geeks, et je vais dire, waouh, ça fait un paquet de monde. C'est énorme. Et alors moi, je dis, mais non, parce que moi, je ne suis pas geek, et j'ai quand même envie de contribuer à ce projet-là. Moi, j'aime bien ce qui est simple, ce qui est fluide, ce qui est intuitif, et je suis sûre qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment bien cette simplicité dans l'utilisation. Et moi, je vous dis bienvenue, parce que vous avez un rôle essentiel à jouer. Ça sera grâce à vous si on prendra aussi beaucoup de plaisir à surfer sur l'outil. Ok, mais c'est un outil plus pour les magasins ou pour les services centraux? C'est pour tout le monde. Alors c'est à la fois pour vous, pour les magasins. On a tous un rôle à jouer dans cet outil-là. Moi j'ai envie de vous dire welcome. Donc on l'a compris, donc c'est un outil pour toi, pour moi, pour vous, pour nous tous en fait. Yes. Alors il y a peut-être juste une petite spécificité oui, c'est vrai, une petite à remplir. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de changer notre monde, notre outil de communication, de collaboration, de partage. Faire qu'il soit plus intuitif, qu'il nous ressemble en fait. En fait, qu'on soit bien raccord ensemble aujourd'hui, on ne va pas vous demander de venir vous inscrire sur un projet pour y contribuer. La vraie question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous avez envie d'enchanter votre quotidien? Est-ce que vous avez envie d'être acteur de votre bonheur? Qui mieux que vous sait ce qui vous rendra heureux demain dans votre façon de travailler, dans votre façon de collaborer, dans votre façon de discuter, de partager avec les magasins. Et ce qu'on vous demande tout simplement, parce qu'on ne va pas pouvoir le deviner, et si vous ne le partagez pas avec nous, ça ne fera pas partie du projet. Cette interface-là, c'est la mienne, c'est celle de Manu, c'est la vôtre. Il faut qu'elle vous ressemble. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le bonheur, on en a beaucoup parlé, ça fait écho dans la vision. Mais on ne va pas attendre 2025 pour tous être heureux. Et un moyen d'y aller, un chemin possible vers le bonheur, alors aussi incroyable que ça puisse être, c'est sur le cas. C'est sur le cas, communication interne, France Key Happy Digital Workplace. Vous allez trouver un petit fichier Excel où on va vous demander si vous avez envie d'être ambassadeur. Et bien moi, je vous invite vraiment à nous rejoindre, parce que le Key Happy Digital Workplace, certes, c'est un projet, mais c'est un projet avec un champ de possibles incroyable. C'est un projet qui va faire, qui va faire go. Tilt. On y va, qui va faire encore et encore. Et tout ça, ça sera grâce à vous, ça sera grâce à vos contributions. Donc, on vous attend nombreux pour vivre l'aventure avec nous. Alors, vous l'avez vu, ce projet, c'est plus qu'un projet. Il va nous permettre de faire papillonner notre imaginaire, il va faire vibrer nos relations.
Et on espère que vous allez être nombreux, en effet, à nous rejoindre pour l'alimenter et le faire vivre. Donc, ce que je vous propose maintenant, on vous a présenté un petit peu les grandes lignes, c'est que vous puissiez partager, exprimer vos questions, si vous en avez, à Hélène qui est avec nous par rapport à ce qui a été fait chez Leroy Merlin, et à l'équipe projet si vous avez envie d'en savoir un peu plus ou si des choses n'étaient pas suffisamment claires. Qui a envie de poser la première question ? Allez, une petite question. On a été si clair qu'il n'y a rien à en ajouter. Bon. Allez, la première question, c'est toujours la plus dure. Toujours la plus dure. Ah, merci. Du coup, c'est un peu aux deux, un peu à l'équipe projet et un peu à Hélène pour Leroy Merlin. Comment vous avez intégré en fait les magasins dans la démarche de départ pour créer l'application ? En fait, ça s'est fait, ce que je disais, naturellement. Si tu veux, au départ, on n'a pris que des gens qui étaient passionnés, donc on s'en fichait de savoir d'où ils venaient. Donc on avait des gens de magasin. Et il se trouve qu'au fil du temps, au fil de la démarche, pendant les 4 ans, il y a de plus en plus de collaborateurs magasins qui nous ont rejoints parce qu'ils avaient envie de travailler sur le sujet. Ça s'est fait très naturellement. Et ce qui nous a permis, je pense, de gagner la confiance des collaborateurs, c'est que toutes les formations, tous les accompagnements qu'on a fait en magasin, ça s'est fait, j'ai envie de dire, presque de pair à pair. Enfin, c'est pas une personne des services centraux qui allait en magasin former, c'est bien une personne du magasin qui formait une autre personne. Et je dirais même, c'est même un conseiller de vente qui formait son directeur de magasin. Donc c'est ça qui était intéressant dans la démarche. Mais tout ça, c'est ce que tu venais de dire, c'est basé sur l'envie. C'est que si ce sont des gens qui ont envie, ça fonctionne. Si ça vient du haut parce que c'est obligatoire, ça marche pas. Et chez nous, ce qu'on a prévu de faire, en fait, c'est qu'on va faire des focus group. Donc, en fait, de la même façon qu'on fait appel à des volontaires des services centraux, on fait appel aussi aux magasins et on va organiser des ateliers avec eux pour pouvoir partager leurs attentes, leurs envies. Mais comme le dit très justement Hélène, tout est basé sur l'envie. Le but, comme disait Sandrine et Manu aussi, c'est pas d'être geek, c'est surtout d'avoir envie, puis se sentir concerné par cette problématique qu'est la communication, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu à travers la libération, les rencontres qu'on a pu avoir avec les uns et les autres, dans nos cailloux et nos irritants, eh bien, remonte le problème de la communication qui n'est pas fluide, où on n'est pas suffisamment en proximité. Et le but, justement, est de permettre aux différents périmètres de pouvoir partager, s'exprimer sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour. On a parlé beaucoup de communication entre nous, de proximité aussi entre nous, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi installer ça avec nos clients en magasin ? J'en ai pas parlé parce que le projet il est tellement vaste qu'il faudrait plusieurs heures pour en parler, mais effectivement, donc, quand je disais continuer à développer l'engagement des collaborateurs sur la plateforme, c'est aussi s'ouvrir à l'écosystème parce que c'est ça qui va nous permettre de drainer des collaborateurs de la centrale ou des collaborateurs du service innovation. On a aujourd'hui 3 communautés pilotes qui vont démarrer avec des clients et des prestats. Donc ça va être une expérience intéressante. Donc c'est vraiment des pilotes parce que ça peut faire peur aussi, ça peut générer un mouvement de panique sur la plateforme puisqu'on compte beaucoup sur la confiance aussi. Enfin, on a instauré une confiance avec les collaborateurs. S'il y en a qui voient débarquer des clients du jour au lendemain, ça peut créer une suspicion et des gens qui ont peur qu'on voit leur profil. Enfin, bon. Donc là aujourd'hui on monte un pilote avec des clients, avec des étudiants, avec des prestataires et puis on va voir ce que ça donne. Tout à l'heure je parlais des animateurs de groupes de bricolage en magasin. Donc là c'est une des communautés concernées. Donc ce sont tous les animateurs qui vont inviter leurs meilleurs clients en magasin dans une communauté sur LOL. Donc on va voir ce que ça donne et puis après on décidera ou non de poursuivre l'expérience. Voilà, donc évidemment aujourd'hui, quand ils rentrent sur LOL, ils ne voient que la communauté dans laquelle ils sont invités. Ça c'est un postulat de départ. Après, par contre, ils voient les profils complets des personnes. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. C'est est-ce qu'on a envie qu'on voit nos hobbies, par exemple, ou notre nom complet. On sait qu'en magasin, parfois, en région parisienne,
les personnes en magasin, ils demandent qu'on retire leur prénom. Parce qu'ils sont, voilà, il y a des zones où ils sont un peu plus sensibles, ils sont embêtés. Donc, voilà. Et pour Kiabi, je dirais, nous n'avons plus qu'à l'écrire dans notre rêve et nos envies, justement dans ces focus group qu'on va avoir avec les métiers, avec les magasins. Tout va partir de là. Je ne sais pas aussi si vous avez eu l'occasion de nous partager entre vous dans le cadre des processus vision, mais par exemple, dans le cadre de la vision RH, on a vu émerger des envies, justement, peut-être d'avoir moins de frontières entre les clients et l'interne, que le client ait sa place, par exemple, dans la construction de l'offre, ou dans des processus. Et l'idée, c'est que justement dans ces focus, demain, on va ensemble dessiner les contours de ce qu'on souhaite et peut-être justement avec moins de frontières, plus de porosité entre l'interne et l'externe. Une autre question ? Moi, j'ai une remarque du coup par rapport à l'aspect client. Vous avez lancé aussi une plateforme communautaire pour vos clients. Du coup, vous avez vraiment bien démarqué les collaborateurs et l'interne de vos clients qui ont leur propre communauté. Du coup, je ne comprends pas pourquoi vous allez les mixer du coup sur votre plateforme interne et de garder du coup bien cette distinction-là. En fait, ce n'est pas les mêmes objectifs du tout. Donc, LOL n'a pas vocation à remplacer les forums qu'on a aujourd'hui, enfin les forums clients, pas du tout. C'est comme aujourd'hui on le fait dans certaines conventions, on invite des clients, vous le faites peut-être aussi. Il y a des groupes de réflexion, il peut y avoir aussi nos meilleurs clients qui viennent. On a fait une fête de Noël, enfin après Noël puisque c'était en janvier, mais on a fait un grand repas à Lausanne, enfin au siège social. On était 1300 à déjeuner le midi et il y avait 100 de nos meilleurs clients qui étaient là. Donc ils ont évidemment halluciné parce que quand ils ont vu l'ambiance qu'il y avait chez Leroy Merlin, voilà, c'est fait partie des moments, à un moment donné, on rentre des clients dans des moments de vie de Leroy Merlin, et la communauté, c'est un moment de vie. Donc, mais ça ne va pas remplacer les forums qu'on a aujourd'hui sur le Internet. D'ailleurs, ça sera vraiment ponctuellement, dans certaines communautés, un nombre restreint de clients. Voilà, bon. Donc, ce n'est pas les mêmes objectifs. Peut-être que ça ne marchera pas du tout, hein, mais je sais que pour le groupe des clients, des groupes comment dire, les meilleurs clients qui viennent dans les groupes de bricolage, ils ont fait le test sur un forum sur Internet. Et ils n'ont pas du tout aimé ça, les clients, parce qu'en fait, ce sont de très bons clients qui ont envie d'échanger au sein des groupes de bricolage, mais qui n'ont pas envie de répondre à toutes les questions des milliers de clients qui sont sur les forums. Ils ont envie de rester dans un groupe privilégié entre eux, d'échanger entre bons bricoleurs. Voilà, donc on verra les tests, ce que ça donne. Une autre question ? J'ai deux questions. La première, vous avez plusieurs années d'avance sur nous, c'est un gros avantage. Quelle était la plus grande difficulté que vous avez rencontrée ? Est-ce qu'elle était plutôt technique, fonctionnelle ? Est-ce qu'elle venait des collaborateurs eux-mêmes ? La difficulté, alors... il n'y a pas vraiment une difficulté, parce que ça s'est fait vraiment naturellement pendant 4 ans. Comme je disais, on n'a pas décrété de travailler en co-construction, parce que c'est difficile de dire on va co-créer dans un projet. Voilà, c'est co-créer comment, il faut nommer des relais, des machins. Là, l'aventure, elle s'est fait naturellement. Voilà. Donc ça s'est fait donc, de manière très facile finalement. Les seuls un peu écueils qu'on a eus, c'est les guéguerres, voilà, les guéguerres naturelles entre la com et l'informatique à un moment donné. Mais ça fait partie du jeu. Bon, voilà, à un moment donné, on n'était pas d'accord sur la solution informatique. Mais le truc, c'est que comme on était quand même tous ensemble dans un projet qui a pris 4 ans pour aboutir, qu'on était très proches les uns des autres, qu'on a décidé à un moment donné de travailler en mode projet. C'est pas anodin de se retrouver tous dans la même pièce. On partage le quotidien des gens, on devient plus solidaire, on est plus à l'écoute de l'autre. Moi, je comprenais mieux le problème des informaticiens, eux, ils comprenaient mieux le mien, bref. Donc, voilà, mais les petites guéguerres, ça fait partie du jeu, on s'est un peu détesté, puis après, on s'est beaucoup aimé. C'était les seuls, voilà. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est de maintenir la flamme, parce que c'est ça le plus dur, c'est qu'on a emmené tout le monde dans une aventure, des gens qui sont pas geeks, parce que ça, il faut pas enfin les geeks, ils comparent. Ah ouais, mais avec Facebook, on fait ça, il faut passer avec LOL. On s'en fout, enfin, la technique, c'est en second plan. Avec quel que soit l'outil, on arrive à faire des choses si on a envie. Si on n'a pas envie, là, c'est plus compliqué.
Alors très rapidement pour la dernière question. Je voudrais juste préciser quelque chose, excuse-moi par rapport à Hélène, c'est que ce qui est très important, c'est que pour l'instant, dans la première étape, on fait volontairement le deuil du comment. On va d'abord s'interroger sur le pourquoi, de quoi on a besoin, à quoi on rêve, et on va s'écrire sur cette page blanche ce dont on a envie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Hélène est là pour témoigner au nom de Leroy Merlin, mais vous le verrez dans le processus, on fera venir aussi d'autres entreprises, parce qu'on est en contact aussi avec d'autres entreprises qui ont pris d'autres alternatives, qui au final ressemblent grosso modo, qui a un peu les mêmes grandes fonctionnalités, mais vous verrez que pour arriver à un digital workplace d'une entreprise à l'autre, ça peut être très très différent. Vous verrez, on aura l'occasion de rencontrer Accor, on est déjà allé voir aussi du côté de chez Bouygues, et aussi n'oublions pas qu'on est une entreprise qui avons des partenaires franchisés qui changent aussi la donne. Parce que par exemple, Leroy Merlin, je pense, vous n'avez pas de franchisés. Si, il y en a quelques-uns, combien ? On doit avoir 4 ou 5 franchisés. Ouais, mais c'est pas tout à fait les mêmes proportions. Mais enfin, voilà, c'est pour ça, ce qui est très important, c'est que l'outil qui sera choisi sera celui qui répondra le mieux à nos attentes. Leroy Merlin a fait des choix techniques derrière que Hélène n'a pas forcément partagé. Et en effet, parce que c'est pas forcément le propos. Ce qui est important, c'est vraiment de dessiner notre rêve et nos attentes pour derrière y mettre les solutions techniques, bien évidemment, aussi liées à Kiabi, qui respecte déjà un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Voilà. Je voulais juste vous amener ce petit éclairage-là parce que c'est très important et le fait de s'ouvrir, de regarder un petit peu ce qui se fait partout est hyper inspirant et nous permet justement, nous, demain, de voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et pour compléter, en fait, parce que c'est avec la même plateforme technique, aujourd'hui, il faut savoir que là, je vous ai montré LOL, mais si j'allais chez Aki Espagne, donc, ou chez Leroy Merlin Espagne, ils ont la même technique, enfin la même plateforme technique, ils ont la même façon d'entrer dans la plateforme, mais une façon très différente de gérer leur projet et d'amener les gens au communautaire. Donc nous, on a choisi vraiment, tout le monde construit des communautés, on s'en fout que ce soit la centrale d'achat ou un conseiller de vente qui fasse. Voilà. On a choisi quelque chose quand même d'ambitieux, qui n'est pas la façon la plus facile. Mais l'Espagne, ils n'ont pas la même histoire que nous. Et eux, ils ne voulaient pas s'aventurer là-dedans. Et ils ont pris le parti de faire quelque chose de très traditionnel et très descendant. Donc avec le même outil, la même plateforme, eux, ils sont hyper descendants. C'est-à-dire, c'est la centrale qui construit des communautés et les gens viennent participer dans les communautés. Donc voilà, et alors qu'on est tous ensemble sur la même plateforme et qu'on peut passer d'une communauté à l'autre. Donc on fait ce qu'on veut en fait. Après, ça dépend de la culture de chaque boîte. Alors, ça rend presque ma deuxième question obsolète, mais juste par curiosité, alors le choix qui a été fait, c'était un outil du marché, vous avez développé vous-même votre propre plateforme, c'est de l'open source Non, c'est un outil du marché, c'est Jive, la plateforme Jive. C'est un très bon outil, on aurait pu, je pense qu'on aurait fait très bien aussi avec un autre, hein, mais celui-ci est très bien et de toute façon, après un an de recul, je me dis, la technique, c'est vraiment secondaire, parce que tous les gens qui utilisent aujourd'hui, ils vont dire il y a trop de fonctionnalités, si tu peux retirer ça. Voilà. Tous ceux qui n'utilisent pas, ils vont me dire, mais qui n'y vont jamais, hein, ils vont me dire ah ouais, mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc la technique, c'est souvent un prétexte pour ne pas utiliser la plateforme, quoi. Enfin, donc je crois que quelle que soit la solution, c'est vraiment le sens qu'on met au départ dans le projet. Qu'est-ce qu'on veut en faire, à quoi ça va servir, quelle énergie on met dedans, quelle envie. Je vais juste compléter, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Passe voir notamment des gens du SIRH qui te montrent ce qu'on peut vraiment faire avec un espace collaboratif sur SharePoint tel qu'on l'a aujourd'hui. Ça ne ressemble pas à ce que tu connais, ou alors tu es un des seuls qui connaît, mais voilà, on l'utilise vraiment très peu. La technique, c'est vraiment un prétexte. On en fait ce qu'on en veut de ces outils, hein, c'est un couteau suisse. Après aussi, alors, je ne vais pas trop bavarder quand même, mais aussi après un an d'expérience, il ne faut pas avoir des jugements trop hâtifs et vouloir prendre des décisions trop vite. Je m'explique sur l'intranet par exemple. Donc avec Arnaud, on s'était dit à l'intranet, on va le tuer, quoi. Hein, c'est terminé, on a trouvé un truc super, on va faire un réseau social et tout, donc on était prêt à le tuer. Et puis au final, on s'est aperçu qu'on a bien fait de ne pas le faire, quoi, parce qu'on en a besoin quand même. On y entre différemment, mais les deux ne s'opposent pas. Et ça, on ne peut le savoir qu'avec le recul. Si on l'avait tué tout de suite, ben, je ne sais pas, aujourd'hui, il y aurait peut-être un manque. On a laissé les choses se faire. Ben, s'il avait fallu le tuer, on l'aurait tué après. Mais voilà, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est toujours là. On rentre différemment dedans, mais il nous sert, quoi. Il est bien utile.
Donc voilà, on a un observatoire chez nous, chez Leroy Merlin, et l'observatoire, il est là pour nous empêcher de prendre des décisions trop hâtives, quoi, qu'on regrettera après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je voulais parler de l'IAMer, alors je ne l'utilise pas du tout, mais je voulais savoir ce qu'il devenait chez Kiabi. S'il y a des gens qui l'utilisaient. Voilà, parce que ça me fait penser à ça, mais voilà. J'y suis et je regarde ce qui passe. On a un résumé tous les 2-3 jours, ça dépend comment tu le configures. J'ai eu l'impression qu'au départ, il y a eu un feu de paille. Donc il y a tout le monde super, je suis sur Yammer, coucou, je suis là. Et puis là, voilà, je pense que on est dans le même débat que pour les sites collaboratifs. Si on définit pas ce qu'on veut en faire, si on n'y met pas de l'énergie, c'est une plateforme, c'est une coquille vide, c'est tout ce que tu veux, mais faut avoir un but pour l'utiliser. Créer des communautés, et aujourd'hui, c'est ça qui manque, j'ai l'impression. On a quelques news corporate, on a quelques informations partagées par quelques-uns, mais après, au quotidien, est-ce que tu as vraiment envie d'aller poster, toi, sur Yammer, quelque chose que tu as envie de partager, qui aurait du sens pour une communauté, pour des gens, et sur lesquels tu aurais du feedback? Et tout le sens, il est là, et aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, pour moi, ça vivote. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un bel outil, hein, et comme le dit Jean-François, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de se dire ensemble de quoi on a besoin pour que de là, demain, on puisse regarder dans nos outils ceux qu'on va garder et maintenir, et puis faire le choix d'autres solutions techniques qui nous permettront de vraiment accomplir nos rêves, quoi, ceux de proximité, de collaboratif, etc. Donc voilà, c'est tout le travail qu'on doit faire ensemble, c'est justement de s'écrire ces attentes qu'on a. On imagine comment demain notre plateforme digitale, avec une partie avec des informations, avec une partie collaborative ou en mode projet. Sur un projet, on peut tous converser, liker, charger des documents, où on puisse s'exprimer ouvertement, partager des bonnes pratiques, faire émerger la créativité et l'innovation au sein des équipes en provenance des magasins, pas seulement. Et voilà, c'est vraiment tout le travail qu'on va faire ensemble. On a plein d'outils. Et c'est d'ailleurs un petit peu la richesse de Kiabi et parfois aussi notre défaut, c'est qu'on dégaine vite plein de choses, mais on finit par avoir un empilage, j'appelle ça le millefeuille d'outils, et puis finalement, on n'a toujours pas ce qu'on a vraiment besoin au fond. Donc là, ce qui est important, c'est de se dire de quoi on a vraiment besoin. On fait stop un petit peu avec les outils. C'est sûr, on est en train de faire des tests sur des tablettes, on est en train de regarder si on va offrir des adresses mail à tous les conseillers de vente. Bien sûr qu'il y a plein d'alternatives, mais comme le dit très justement Jean-François, et je suis vraiment ravie que la DSI soit vraiment investie du sujet à ce point. Je suis vraiment ravie parce qu'on va ensemble réfléchir au pourquoi, et du coup après on fera notre marché, on fera notre liste de courses, et puis ensemble, avec l'expertise de la DSI, on choisira les bons outils, et grâce à l'accompagnement aussi d'Orange. Alors Christelle, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qui a envie de venir avec nous? Qui a envie de travailler sur le projet avec nous? Alors je compte sur vous pour exploser le cas. Hein. On va faire mariner la DSI. Je vais vous lancer un petit mail avec le lien à la sortie de cette réunion-là. Et faites-moi plaisir, on fait exploser tout ça et on y va. C'est 100% plaisir. On vous attend nombreux. Merci à vous tous et merci à Hélène.